Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Pierre Jovanovic ce soir avec nous dans les studios. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vraiment sympa d'être venu avec le froid qu'il fait. J'avais peur que ça soit un peu difficile, mais on est là. On est là pour parler aujourd'hui de votre dernier livre, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, ou comment Hitler a pris le pouvoir grâce aux banquiers qui ont fabriqué sans interruption de la fausse monnaie, et comment l'histoire a été réécrite pour totalement effacer leur rôle dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. C'est paru au Jardin des Livres, dont vous êtes le directeur de cette édition. Vous avez publié 14 livres, dont Enquête sur les anges gardiens. Enquête sur l'existence des anges gardiens, absolument. Le premier, 666. Blight Masters, 777. John Law, l'explorateur de l'au-delà, les livres d'Enoch, les secrets du livre d'Enoch, biographie de l'archange Gabriel, c'était juste après le prêtre du temps, juste après l'enquête sur l'existence des anges gardiens. Enfin, j'en ai 14 livres. Donc ça fait j'écris depuis très longtemps en fait. Depuis très longtemps, et vous êtes aussi vous faites une revue de presse aussi qui est très connue. Qui est très suivi, par 2,5 millions de Français. C'est sur quotidien.com si ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà, donc une revue de presse. Là, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est pas le côté ésotérique, parce que le côté ésotérique, ça vous plaît pas comme mot, mais plutôt le côté paranormal. Surnaturel. Oui, le paranormal. J'aime pas ces termes-là. C'est plutôt le terme surnaturel. Oui, c'est clair. Et il y a beaucoup de surnaturel là. Oui, alors on se rend compte que on pourrait dire qu'Adolf Hitler a été sauvé par la main de Dieu. C'est un point d'interrogation. Il a 4 ans été il y a un sauvetage de la noyade, il a failli se noyer, mais même avant, il a été le premier enfant à vivre au-delà de 2 ans, puisqu'il était le 3e enfant de sa mère biologique, et les autres sont morts avant. Donc lui, il a eu la chance, on peut dire, enfin si on peut appeler ça une chance pour ce qui s'est passé après, mais de survivre. Donc à 4 ans, sauvé de la noyade. Il a été sauvé par un prêtre, je précise un prêtre catholique. Il était en train de se noyer en plein hiver dans un lac, et le prêtre a sauté dans l'eau pour le sortir de là, sinon il aurait disparu. Et beaucoup de gens voyaient déjà à l'époque cet enfant, c'est ce qu'ils disaient en fait dans le quartier, dans le village, que il était bien protégé par son ange gardien. C'est très intéressant parce que quand on voit qu'il a été sauvé d'une mort certaine, des attentats, des tentatives d'assassinat, des explosions d'obus pendant la Première Guerre mondiale, et j'en passe et des meilleurs, ça fait au total effectivement il a été sauvé 50 fois de suite de la mort. C'est très net, et ce qui ressort, si vous voulez, de ce livre, dans lequel on a le rapport de l'OSS qui est devenu CIA, c'est qu'en fait les espions américains savaient que Adolf Hitler entendait des voix, exactement comme Jeanne d'Arc. Et donc ils ont diligenté une enquête pour savoir exactement à qui ils avaient affaire et comment il allait réagir. Et c'est une enquête qui a été commandée donc en 1942, et tout l'entourage d'Hitler y a été mis à contribution d'une manière directe ou indirecte, ou par la presse, ou toutes les indiscrétions de l'époque. Et c'est grâce à ce dossier de l'OSS que je me suis rendu compte véritablement à quel point l'histoire a été réécrite, et surtout que parce qu'on nous explique toujours que Hitler en fait il a fait deux discours la plupart du temps antisémites, et pof, il a pris le pouvoir.
Hein, c'est exactement ce qu'on veut nous faire croire, et en fait c'est pas ça du tout. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et ce livre-là, remet les pendules à l'heure. Et d'ailleurs, vous savez, il est sorti le 15 ou 16 novembre, je me souviens plus. Depuis, j'ai reçu des centaines de témoignages de lecteurs qui me disaient c'est le livre que j'attendais, parce que j'ai toujours su il nous manquait un bout de l'histoire. On comprenait pas comment Hitler est sorti comme ça, il a pris le pouvoir, pof, hein, il a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. C'est surtout ça pour ça que je l'ai écrit. Alors ce document, c'est avant tout un livre financier, hein, précisons-le. Hein, c'est pas un livre paranormal. Non, c'est un livre qui peut s'adresser à des étudiants en psychologie aussi, en psychiatrie. Absolument, bien sûr. Parce qu'il y a vraiment un détail de la personnalité d'Hitler. Mais en ce qui concerne l'OSS, vous publiez dans ce livre, Pierre Jovanovic, un document jamais publié ni traduit en français. Hein. Non, il a jamais été traduit en français. Ça, c'est très net. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me disent qu'ils sont sidérés par le travail en profondeur de la CIA. Et d'ailleurs, on le sait grâce au WikiLeaks que la CIA continue à faire ce genre de profil psychologique. Sur Macron, par exemple, on pourrait se poser sur la Sarkozy, question. sur Macron, sur les Le Pen, sur tout le monde. On a vu par exemple que lors des élections de 2012, la NSA a été mise à contribution pour capter l'intégralité des téléphones, des discussions par téléphone mobile des candidats à la présidentielle et de leurs assistants. Et ça s'est fait bien entendu lors de la dernière élection présidentielle. Donc ça a rien de nouveau. En fait, on voit grâce à ce livre leur façon de travailler aussi. C'est très intéressant. Alors 42 tentatives d'assassinat, même Yasser Arafat n'en avait eu que 20. On peut dire qu'il était plus chanceux. 24. 24. Yasser Arafat a eu 24 tentatives d'assassinat organisées par le Mossad, les services secrets israéliens. Et à chaque fois, il a échappé. Et Yasser Arafat était conscient d'être protégé par la main de Dieu lui aussi. Hein. C'est très net. Il y a cette histoire du chien qui je pense qui est un peu connu là, ce chien qu'il. Non, pas tant que ça. Ah bon? Non, du tout. Non. En fait, vous savez, ce qui est fascinant dans tout, j'ai lu, je pense, une quinzaine ou une vingtaine de biographies d'Hitler en anglais, en français, surtout en anglais parce que c'est bien. Les ouvrages sont infiniment plus nombreux et les Anglais ont une façon sont des historiens nés. Ils sont vraiment qualifiés pour ça. Les Français sont pas très très bons pour ce genre de biographie. Enfin bon, j'en ai lu une vingtaine et je peux vous dire que personne ne relève ou du moins ne veut relever les phénomènes surnaturels qui ont entouré la vie d'Hitler. Personne. Parce qu'en France, vous savez bien que c'est politiquement incorrect de parler de choses surnaturelles, qu'on entend des voix. Vous avez encore aujourd'hui, vous avez tout un tas de médecins qui vous font des doctorats ou pour montrer que Jeanne d'Arc était une hystérique. D'ailleurs, le même Adolf Hitler a été qualifié d'hystérique par les psychiatres dans ce. En 1918, vous l'écrivez, donc il avait été diagnostiqué hystérique en 1918, donc bien avant. Tout à fait. Il a été diagnostiqué hystérique par les médecins allemands lorsqu'il avait été hospitalisé à la suite d'une blessure pendant la Première Guerre mondiale. Et Hitler leur disait qu'il entendait des voix, etc. Et en fait, ils l'ont dit il est hystérique. Voilà. Mais l'hystérie à l'époque, c'était un terme fourre-tout dans lequel on mettait tout ce qui ne répondait pas ou tout ce qui n'avait aucune explication. Hein, n'oubliez jamais ça. Les femmes étaient souvent hystériques. N'oubliez pas, on soignait les femmes. La médecine anglaise, par exemple, toutes les femmes hystériques étaient soignées à l'époque avec les vibromasseurs. Oui, mais il y a un film d'ailleurs qui a été fait là-dessus. Parce que c'est l'hystère. Voilà, c'est tout à fait. Ça montait au cerveau. Ça montait au cerveau, voilà. Non, mais c'est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Alors, il était hystérique, il avait quand même des phrases. Enfin, c'est ce qu'on disait de lui. Mais il était pas si hystérique que ça. Il était tout à fait normal. Simplement, on ne veut pas reconnaître aujourd'hui qu'on puisse entendre des voix. Alors que si vous discutez aujourd'hui avec des psychiatres, tous les psychiatres vont vous dire qu'ils ont eu ils ont eu dans leur passé ou même aujourd'hui des patients qui entendent des voix. Et les musiciens et les artistes, eux, acceptent le fait d'entendre des voix ou d'être inspirés, comme on dit. Hein, c'est le terme pudique qu'on est inspiré. Mais beaucoup de musiciens vous disent. Moi, je me souviens, j'avais interviewé
un musicien qui me disait qu'il avait clairement entendu les mélodies dans sa tête, que ça venait pas de lui, qu'il les avait simplement retranscrites. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Vous avez plein d'auteurs, vous avez même Gandhi, Gandhi qui a mené l'Inde à l'indépendance. Lui parlait ouvertement de la voix qu'il entendait dans sa tête, qui le conseillait sur les actions à prendre. En fait, il entendait cette voix surtout quand les Anglais le mettaient en prison. C'est grâce à cette voix qu'il a pu avoir la patience justement de mener son combat politique. Alors, puisqu'on parlait de la ressemblance entre Hitler et Jeanne d'Arc, ils entendent tous les deux des voix, mais bon, ils ont une fin un peu pareille, hein, ils finissent l'une brûlée et l'autre aussi quelque part. Ils ont une fin tragique. D'après les Russes, d'après les services secrets russes, donc ils ont retrouvé le corps calciné d'Hitler. Mais c'est effectivement, quand on entend des voix, il y a un prix à payer, on va dire, il y a un échange. Il y a un échange au bout. Mais pour moi, Hitler, sur la base de tous les documents que j'ai pu examiner, et en partie, c'est même pas moi qui le dis, ce sont les espions de l'OSS. Hitler entendait clairement des voix. Et c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui le comparent à Jeanne d'Arc, c'est même pas moi. Et vous aviez le Premier ministre canadien, Monsieur Lyons, qui avait rencontré Hitler après 1933, il était déjà chancelier et il était fasciné. Il disait que il était en présence de Jeanne d'Arc. Il avait le sentiment d'être en présence de quelqu'un d'unique et de Jeanne d'Arc. Là aussi, c'est le Premier ministre canadien qui disait ça dans la presse de l'époque. Dans votre livre sur l'existence des anges gardiens, il y en a beaucoup qui entendent des voix, non ? Dans mon livre, il y a un chapitre qui examine ce qu'on appelle les gestes inexpliqués, ceux qui entendent des voix, parce que le livre est très catégorisé. Et effectivement, une des catégories, c'est ceux qui entendent une voix qui leur dit n'entre pas dans cet immeuble, ne fais pas ça, ne fais pas ci, retourne en arrière, etc. Et d'ailleurs, je vous signale que toute la science des expériences aux frontières de la mort, ce qu'on appelle NDE, EFI, je sais pas quoi en français, vous savez, les gens qui meurent, qui passent dans un tunnel, etc., a été, on va dire inventé, entre guillemets, j'aime pas ce terme, par le docteur Raymond Moody, qui lui était psychiatre. Mais Raymond Moody ne serait jamais tombé dessus s'il n'avait pas rencontré un militaire américain qui a eu une expérience aux frontières de la mort, et qui par la suite entendait des voix et d'ailleurs c'est dans mon livre, il avait entendu une voix qui avait ordonné de sortir d'un camion, il avait refusé d'obéir à cette voix et la voix lui a dit à plusieurs reprises de sortir de ce camion et le camion effectivement plus tard a explosé sur une mine, tuant l'intégralité des passagers sauf lui et la voix lui a dit sors de là, tu vas écrire une lettre à Margaret, sa petite fiancée. Tu vas écrire une lettre à Margaret, tu sors. Vous voyez, la voix ne lui a pas dit tu sors de là parce que le camion va exploser, parce que les autres devaient mourir et pas lui. Et là, il avait 18 ans et 10 ans plus tard, il allait rencontrer, ou 15 ans plus tard, il allait rencontrer le docteur Moody qui va écrire son fameux livre La vie après la mort et qui va donner naissance à l'officialisation en fait de ce qu'on appelle les expériences aux frontières de la mort, de cette autre dimension. Alors, comment peut-on expliquer cette phrase « Hitler, une punition envoyée aux hommes de Dieu » ? C'est ce que disaient beaucoup de gens à l'époque de cette Deuxième Guerre mondiale. Et moi, c'est ma phrase. C'est une phrase que je reprends avec beaucoup de plaisir entre guillemets parce que tout est dans le titre du livre, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Vous orientez cette interview sur le côté paranormal, mais moi je suis pas du tout d'accord parce que c'est avant tout un livre économique, où je montre que Hitler n'est pas sorti comme ça de sa boîte à Pandore, mais il a commencé un combat politique en 1919 contre les banques, contre le système financier et surtout contre la fabrication de fausses monnaies de la Reichsbank. Et pourtant c'est ça qui l'a mis au pouvoir, mais ça n'empêche pas quand même. Comment ça c'est ça qui l'a mis au pouvoir ? Je veux dire, c'est quand même cette fausse monnaie qui l'a mis au pouvoir. Oui, non, mais c'est justement c'est ce que je montre dans le livre. Oui, mais ça n'empêche pas quand même il a été aidé, on pourrait dire de là-haut ou d'ailleurs ou d'en bas. Mais c'est ce que je dis. Je dis que Hitler a été l'outil, l'exact opposé, parce que la lutte
quand on fabrique de la fausse monnaie, c'est on s'attribue les pouvoirs de Dieu. Hein, n'oubliez pas, même Dieu est obligé de prendre de l'argile pour créer les êtres humains. Hein, je le rappelle. Alors que les banquiers centraux aujourd'hui, ils appuient sur un bouton, ils rentrent de 300 milliards dans un ordinateur et ils créent de la richesse à partir de rien. Toute civilisation qui a utilisé la fausse monnaie disparaît. Après l'ère de la planche à billets, l'ère des Césars. Oui. C'est la fin de votre livre. Enfin, là, vous faites des raccourcis. Non, mais je fais des raccourcis. Ça veut dire qu'après l'ère de la planche à billets, l'ère des Césars, c'est-à-dire, on peut dire que l'ère de la dictature. Ouais, c'est ce que je montre dans le livre. C'est pour ça qu'il y a la vengeance de la planche à billets dans le titre. Oui, alors. Bah là, vous Hitler, avez un peu brûlé les étapes, on va dire. On n'a rien brûlé du tout. Alors, ni Jeanne d'Arc, alors Hitler, une punition envoyée aux hommes de Dieu. Mais qui fait cette punition envoyée aux hommes de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que c'est une façon aussi de penser que s'il a été protégé, c'est pas par un ange ou un archange, c'est par quelque chose d'assez satanique? Est-ce que mais arrêtez avec vos histoires j'ai 2-3 lecteurs qui m'ont fait Hitler a été protégé par les non vous savez sauvé par la main de Dieu, point d'interrogation. Non mais attendez, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. J'ai mis 6 ans de rencontres, d'investigations, d'enquêtes avec des médecins, des cardiologues, j'en passe et des meilleurs. Et il y a une chose qui ressort du livre et la conclusion: si l'heure de mourir est là, on meurt, point. Ça, c'est une certitude. En revanche, si votre heure pour mourir n'est pas arrivée, là, les anges, votre ange gardien intervient. D'autres appellent ça la providence. Les espions de la CIA utilisent dans leur rapport le terme providence. Moi, j'utilise le terme ange gardien qui me paraît beaucoup plus naturel et juste. Alors il écrivait quand même, Hitler, dans Mein Kampf, il écrivait: ainsi je crois aujourd'hui que j'agis dans le sens du Créateur tout-puissant. En repoussant les Juifs, je combats pour l'œuvre de Dieu. Et un peu plus loin, ça c'est dans le rapport au SS. Ouais. Voilà, il disait que il se sent réellement investi d'une mission divine au point d'anticiper une mort en martyr. Oui, tout à fait. Il avait le sens, il avait le sentiment de ce qu'il attendait. C'est très net. C'est également, vous retrouvez ça, vous savez, chez beaucoup de personnages historiques, si vous lisez leur mémoire. C'était également le cas de César. N'oubliez pas, sa femme faisait des cauchemars en lui disant qu'il ne devait pas aller à la Réunion. Et César, qui était très fataliste, vu toutes les guerres, tous les combats, toutes les batailles qu'il avait menées physiquement, il était très fataliste. Si c'est mon heure, c'est mon heure. Vous savez, les Arabes ont un mot pour ça. C'est Inch'Allah. C'est Al-Maktoub, ou quelque chose dans. Et c'est très bien illustré dans un film qui s'appelle Laurence d'Arabie. Si votre heure pour mourir est arrivée, et on voit Laurence d'Arabie qui refuse justement cet adage, qui va chercher un combattant qui a été abandonné dans le désert par les siens, et donc lui veut le sauver, donc il le ramène, et finalement c'est celui-là qui va le trahir, et il va être obligé lui-même de lui mettre une balle dans la tête. Et donc c'est vraiment très très intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que ce livre, et surtout le rapport de l'OSS, est absolument fascinant. Mais littéralement fascinant, parce qu'il avait son sentiment, le sens du destin, de son accomplissement. On va faire une pause. Vous l'aurez reconnu, c'est la musique de Laurence d'Arabie, un film qu'on a tous vu, enfin, je pense, il y a longtemps. C'est sublime. Non, mais il faut le voir. Il faut le voir surtout dans les nouvelles versions Blu-ray. En plus, maintenant, les télévisions sont gigantesques, à écran plat. Et le spectacle, il y a 2 films à voir d'ailleurs, Maurice Jarre a fait la musique des 2. C'est des films de David Lean, justement. Il y a Le Docteur Zhivago, qui est une adaptation du livre de Pasternak, et bien entendu, Laurence d'Arabie. Donc, Pierre Jovanovic, ici présent pour la 2e partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. Nous parlons d'Adolf Hitler ou de la vengeance de la planche à billets. Je voulais juste rester un peu sur le sujet. Donc, à un moment, on se rend compte qu'il est investi d'une mission divine et il saisit la mystique Thérèse Neumann, une mystique allemande. Il l'a fait interner.
Et ensuite, il fait retirer les crucifixes dans les écoles. Oui, c'est très étrange, c'est très très étrange, mais parce que Thérèse Neumann, qui était d'ailleurs nous au Jardin des Livres, on a publié 2 livres sur Thérèse Neumann qui sont absolument fascinants, parce que tout ça, n'oubliez pas, ça se passe sous la République de Weimar quand même. Et Thérèse Neumann est une des plus grandes mystiques du non, même de ces 2000 ans, hein, on peut le dire, puisque elle revivait les stigmates du Christ tous les vendredis, et tous les journalistes protestants, calvinistes, etc., qui y allaient pour la tourner en dérision, pour écrire sur elle en disant que c'était une fraude et compagnie, se sont convertis, sont devenus catholiques. Et Thérèse Neumann a toujours prophétisé que la période Hitler se transformera en une catastrophe pour le pays et qu'il fallait faire extrêmement attention. Et là, Hitler l'a très très mal pris et donc il l'a fait interner pendant 15 jours sans manger pour vérifier si effectivement elle ne se nourrissait que d'hosties. Comme Marthe Robin. Oui, mais Thérèse Neumann, effectivement, on a le dossier médical parce que effectivement, elle n'a rien mangé pendant 15 jours, sauf la hostie que le prêtre lui donnait tous les jours. Parce qu'il venait tous les jours. Et Hitler était très très embêté avec ça. Et n'oubliez pas, hein, il a été très très mauvais avec tous les prêtres catholiques et Rome. Ça lui posait un problème parce que c'était un contre-pouvoir aux siens en fait. Et que les Allemands et les catholiques se sont révoltés contre Hitler dès le départ, parce que Hitler, vous savez, dans son obsession de la pureté du sang, un peu comme je veux dire, cette obsession qu'ont les Juifs, par exemple, de rester, d'avoir le sang qui reste juif et ainsi de suite, Hitler avait commencé à tuer tous les handicapés allemands, tous les malades mentaux, etc., avant de mettre en place plusieurs années plus tard ce qu'ils ont appelé la solution finale. La solution finale, elle a commencé par tous les handicapés allemands, tous ceux qui étaient dans des asiles psychiatriques, il les a exterminés. Et ça, personne n'en parle. Et seuls les curés, seuls les prêtres catholiques en parlaient et ils avaient alerté. Et c'est pour ça que les catholiques étaient devenus anti-hitlériens, en fait. Très intéressant de savoir ça. Alors, on va peut-être rappeler sa vie, hein. La vie de qui? D'Hitler? La vie d'Hitler. Alors, vous dites à la page 141 que il s'est pas toujours appelé Hitler, ça a été orthographié. Ça, c'est plus le rapport au SS. Ça. Ouais, orthographié de diverses façons. Hitler, Hitler. Et il avait même un autre nom un peu plus bizarre, quoi. Qui était vraiment, j'arrive pas à le prononcer, mais je sais que pendant. Vous l'avez? H-U-E-T-L-E-R. Ouais, voilà, c'était pas aussi et que lors de la cérémonie de naturalisation, les Allemands, parce qu'il est devenu allemand, hein, n'oubliez pas, il était autrichien, et donc il s'est fait naturaliser allemand, hein, très important, et que pendant la cérémonie de naturalisation, ils se sont moqués de lui en disant, en lui donnant son ancien nom, quoi. C'était intéressant. Donc il commence en Autriche, à 19 ans sa mère décède, il part à Vienne et là il vit dans des asiles de nuit, il vit comme un pauvre. Non, comme un clochard. Comme un clochard, ouais. Il vit comme un clochard. Il y a un film très très intéressant que je recommande à tous vos auditeurs. C'est un film qui... Alors je me souviens plus du titre en français, il faut que je regarde le livre. C'est sur les premières années en fait d'Hitler, la période où il était justement. Oui, il y a une très belle filmographie à la fin du livre. Voilà, où il était clochard et c'est le film Max de. Alors comment il s'appelle déjà? J'ai pas mis le nom du réalisateur. Ça s'appelle Max, hein, voilà. Donc et on voit Hitler donc qui est clochard. Qui vit dans des dortoirs. De l'époque, il ressemble plus à quelqu'un qui est juif qu'à un Allemand à cette époque-là. Il est petit. Enfin bon, à l'époque la mode était à la barbe, donc c'est pas non plus c'est pas non plus un critère, mais il était très ami avec les Juifs. D'ailleurs, c'était un commerçant juif qui lui avait offert son manteau d'hiver. Il était très très proche. Hitler n'est devenu antisémite qu'une fois qu'il a compris le système financier et le système bancaire qui crée de la fausse monnaie. C'est là où il est devenu complètement antisémite. C'est pas avant.
C'est très important de le savoir, ça. Oui, parce qu'à Vienne, il fait une école d'architecture et finalement il vend ses tableaux à... C'est pas des tableaux, c'est des aquarelles, c'est des dessins. Il survit comme ça. Il dessine tous les bâtiments de Vienne, l'opéra, la statue d'Athéna qui est devant, la grande bibliothèque, le musée, etc. Il survit comme ça. Et en fait, il est surtout agent des renseignements généraux allemands, enfin de la sécurité militaire. Et c'est la sécurité militaire qui va lui dire d'aller surveiller un groupe de 10 personnes. Et c'est là où il aura son moment eureka, où il va véritablement comprendre. Il va se passionner pour les banques et l'économie. Voilà. C'est là où sa carrière, où il y a le fameux aiguillage, où le destin joue. Il aurait pu finir dans l'armée, caporal à vie ou espion de la sécurité militaire. Et le moment eureka, je le raconte dans le livre, c'est quand il rencontre Feder, Gottfried Feder, qui venait d'écrire un livre sur la dette, et en disant où il explique que les banques privées, en endettant les gens et les paysans et les agriculteurs, etc., s'accaparent leurs terres, et que c'est le but, c'est d'endetter les gens et en fait de prendre leurs biens. Voilà. Enfin, je vous résume ça à la serpent. Mais c'est là où il a vraiment son moment eureka et il part. Alors, est-ce qu'il avait lu le livre d'Oswald Spengler qui était paru en 1918? Je ne crois, non, non. Il l'a pas lu parce que sinon il en aurait parlé amplement. Et en plus, Spengler n'était pas trop attiré par les nazis et le groupe d'Hitler. Et le déclin de l'Occident. Non, je pense pas qu'il l'ait lu. J'ai pas retrouvé de déclaration d'Hitler là-dessus. Son entourage, oui, il l'a lu, le déclin de l'Occident, mais pas lui. Parce que bon, il vivait à Vienne dans la misère. On peut dire, il aurait pu devenir communiste. Il n'a pas choisi de devenir communiste. Non, il était prodigieusement anticommuniste. Il considérait dès le départ, il se battait contre les communistes. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas, à Munich en 1900, je crois que c'était en 1919. Vous retrouvez le détail dans le livre, il y a eu 2000 morts, 2000 morts d'affrontements civils à Munich. Je sais pas si vous réalisez. C'est imaginez à Paris, vous savez, une manifestation entre l'extrême gauche et la droite, ou l'extrême droite, et que ça laisse 2000 morts sur le pavé de la place de la République. C'est énorme. C'était absolument énorme. Le communisme était considéré comme un danger absolu, et Hitler faisait partie de ceux qui le combattaient, qui ne pouvaient même pas supporter le terme communiste. Vous vous rappelez quand même qu'il y avait 6 millions de chômeurs à une certaine époque en Allemagne, qu'il y avait une déflation invraisemblable quand on lit... Non, hyperinflation. Une hyperinflation, oui. Une hyperinflation, oui. Et l'histoire de la valise, moi, qui m'a bien plu. On peut pas imaginer cette histoire de valise, de femme qui part avec une valise remplie de billets. C'est-à-dire que à force d'utiliser la fausse monnaie, comme le fait d'ailleurs la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, je ne le dirai jamais assez, aujourd'hui, depuis janvier 2015, la Banque Centrale Européenne balance entre 80 et 60 milliards d'euros tous les mois dans le système. Donc le système est mort, techniquement. À l'époque, aujourd'hui, ils ont tout fait pour éviter l'hyperinflation. Résultat des courses, ils ont obtenu les taux négatifs ou les taux zéro, comme vous voulez, mais c'est destructeur. Mais à l'époque, ils ont eu l'hyperinflation, et à un moment donné, il y avait tellement d'inflation que les prix changeaient entre le matin, le midi et le soir et minuit. Les prix avaient doublé, quadruplé, sextuplé, multiplié par 16, pardon. Mais même le temps d'un repas, vous écrivez dans votre livre absolument. Que le serveur venait vous dire au moment du repas. Exactement. Entre le moment où vous êtes entré dans le restaurant, vous avez commandé, et le moment où vous apportez l'addition, les prix avaient doublé ou triplé. C'est complètement fou. Et c'est là où je montre que c'est grâce à ça, c'est grâce à la fausse monnaie, à l'utilisation de la fausse monnaie, que Hitler est né. C'est pas Hitler c'est le peuple qui l'a mis au pouvoir. Parce que tous les politiques qui étaient là avant lui se sont moqués du peuple. Ils l'ont traîné dans la boue. Il y a eu des millions de morts par la faim. Je sais pas si vous réalisez. Vous savez, c'est un peu qu'aujourd'hui en France, vous avez des gens qui meurent, des agriculteurs qui se suicident. Ou des gens dans la rue qui meurent de faim. Oui, mais surtout des agriculteurs qui se suicident. Pour moi, c'est vachement plus important parce que les agriculteurs bossent toute
toute la journée, le mois entier pour gagner 300 €, ils finissent par se suicider. C'était la même chose à l'époque de la République de Weimar, où en plus l'argent ne valait plus rien au bout de 2 heures. Donc et ça a duré 10 ans. 10 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, 10 ans. À intervalles réguliers, tous les 6 mois environ, sortait un décret-loi qui réduisait encore les traitements, les retraites, les prestations sociales, et finir par réduire jusqu'aux salaires privés et aux intérêts. Ça, c'était en 1931, à peu près. Oui, enfin bon, ça a duré. Mais c'est surtout quelque chose qui a commencé en 1919 et qui s'est terminé. On va dire l'hyperinflation s'est terminée surtout en 1924, avec l'arrivée de son ministre Schacht, qui était. C'est lui qui a stoppé l'hyperinflation allemande. Mais il y avait déjà 6 millions de chômeurs à cause de l'hyperinflation. Mais parce qu'il y avait aussi des dettes de guerre de la Première Guerre. Oui, il y avait des dettes de guerre, mais c'est pas ça, si vous voulez. Aujourd'hui, la France est endettée à 100%. C'est exactement comme si elle avait des dettes de guerre. Je sais pas si vous réalisez. On nous dit oui, Hitler, machin, les réparations de guerre, mais aujourd'hui, regardez la Grèce, dans quel état ils sont. Ils ont des réparations de guerre, sauf qu'on le présente pas comme ça. Mais les Allemands ont pas payé toutes leurs dettes. Les Allemands se sont bien gardés de payer les Grecs, de payer les Serbes. Les Allemands sont les rois de ne pas payer les réparations de guerre. Ça, je peux vous le dire. La preuve, c'est que Schacht a très bien réussi à ne pas payer les Français. La dette de la guerre à la France a été remboursée in extenso, je crois, à la fin des années 90, si mes souvenirs sont bons. Bon, donc je parle de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc après, il y a une faillite de banque. Vous expliquez la première banque, comment il s'appelait, le Crédit Anstalt. C'est une banque autrichienne. 11 mai 31. Ça fait partie, si vous voulez, des grandes explosions bancaires, comme aujourd'hui, imaginez par exemple la Société Générale qui fait faillite. Et ce que je dis n'est pas idiot, puisque LCL, la banque LCL était en faillite il y a encore 4 jours. Elle a été sauvée par le Crédit Agricole qui a injecté, je crois, je sais plus si c'est 1 milliard ou 100 millions, peu importe. C'est comme le Crédit Agricole, on va dire que c'est le Crédit Agricole allemand de l'époque. Mais seulement lui, il n'a pas été aidé. Qui a littéralement explosé, et les gouvernements n'avaient pas assez d'argent pour les sauver. Et ensuite, vous avez eu 2 autres grandes banques qui ont explosé. Donc c'est comme si le Crédit Agricole, la BNP, la Société Générale explosaient à 3 semaines, 4 semaines d'intervalle les unes après les autres. Donc vous imaginez un peuple entier comme ça, privé de son système bancaire, privé de son système économique. Mais ce pays est un foutoir absolument innommable. Et donc, finalement, et Hitler qui se battait contre la fausse monnaie depuis 1919, les gens voyaient que tout ce qu'il disait depuis 1919 était vrai et exact. Donc, ils ont mis à la tête du pays un homme qui voyait les choses avec beaucoup d'avance. N'oubliez pas, gouverner, ça veut dire prévoir. Donc, ces faillites lui font gagner les élections. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que pendant la guerre de 14-18, toutes ces banques n'avaient pas de problème. Non, elles avaient strictement aucun problème, puisque le gouvernement était là et que le peuple surtout était derrière et que le peuple mettait de l'argent de côté et que les banques ne fabriquaient pas autant de fausses monnaies, parce que elles ont commencé à fabriquer de la fausse monnaie à partir de septembre. Pour les Allemands, septembre 1914, mais avec la promesse que tout l'or, les lingots d'or qu'apportaient les Allemands seraient remboursés, avec 5 ou 6% d'intérêt. Sauf qu'ils ont perdu la guerre, et donc là déjà les Allemands étaient ruinés une première fois. Et ils ont été ruinés à plusieurs reprises par les banquiers qui ont ensuite même détruit la notion même de l'argent. Je ne sais pas si vous réalisez. Et on nous dit aujourd'hui que les Allemands ils ont mis au pouvoir Hitler parce qu'ils étaient antisémites. C'est faux. Les Allemands se fournissaient dans toutes les boutiques juives et ça leur posait, ils s'en foutaient totalement de savoir s'il était juif, musulman, ou catholique, ou protestant. Ils s'en foutaient totalement. Par contre, ils auraient aimé pouvoir manger à leur faim. Alors, mais comme tout le monde.
Alors vous dites que ce sont les Allemands aussi qui créent The Bad Bank. The Bad Bank. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai écrit le livre, donc effectivement, Ouais. je sais ce que j'ai écrit. Hein. La Bad Bank, c'est eux qui créent, si vous voulez. Ils ont essayé de créer effectivement une mauvaise banque dans laquelle ils ont mis toutes les créances irrécupérables. Un peu les Sauf crédits défaut soif, là, c'est un peu comme les Oui, crédits, oui, c'est ça, tout ce qui est toxique, etc. C'est ce qu'ont fait les Espagnols, hein, avec la Banca. C'est ce qu'ont fait les Portugais avec je sais plus comment s'appelle leur banque pourrie. C'est ce qu'on a fait aussi en France. Hein, n'oubliez pas en 2008-2009, hein, avec la Caisse d'épargne, hein, la Dexia. Natixis, etc. Tout ça, la Dexia est une pourriture absolue. Aujourd'hui, je serais banquier à la Dexia, je pourrais même pas me regarder dans un miroir. Hein, tellement ils ont commis des escroqueries avec leurs emprunts qu'ils ont filés aux municipalités et ainsi de suite. Donc, les Allemands étaient les premiers à créer une bande banque, mais ça leur a pas réussi et ça ne nous réussira pas non plus. Bon, allez, on va faire une deuxième pause musicale. C'est la musique qu'aimait bien Adolphe. Oula. C'est barbant, comme dirait Pierre Jovanovic. C'est barbant, c'est barbant. Troisième et dernière partie de C'est au-delà du miroir avec Adolf Hitler. Non, pas du tout. Il n'est plus là. Mais avec le livre de Pierre Jovanovic aux éditions du Jardin des Livres. Alors, il y a aussi toute une description. C'est pour ça que c'est un livre qui peut s'adresser aussi aux étudiants en psycho, en psychiatrie. Oh, pas spécialement, pas qu'aux étudiants, hein, même à tous les psys, psychiatres, etc. Ouais. Et c'est remarquablement traduit. Hein, je tiens à le préciser parce que notre traductrice a fait un travail remarquable. C'était pas gagné, je peux vous dire. Alors, contrairement aux dictateurs connus, on peut dire que Hitler avait un comportement asexuel. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, Michael Jackson se présentait comme asexuel, n'oubliez pas. Et était un féru, il avait une collection de trucs d'Hitler. Non, mais les asexuels, ça n'existe pas. C'est en fait la plupart des asexuels en fait ne veulent pas reconnaître leur propre sexualité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est homosexuel mais qui veut pas le reconnaître va se dire asexuel. Voilà. Et c'était le cas de Michael Jackson. Hein, on sait qu'il couchait avec son chauffeur et surtout avec les mômes. Hein, bon, je veux dire, il y a eu d'innombrables procès à Los Angeles pour ça. Et c'est pas du tout par hasard que Michael Jackson était le plus grand collectionneur de films et de ce qu'on appelle mémorabilia aujourd'hui. Enfin, tout ce qui appartenait de loin, de près ou de loin, à Hitler. Voilà, parce que les deux sont devenus célèbres grâce à leur voix. Hein, il faut pas l'oublier. Hein, Hitler est né avec la radio. Hein, c'était la naissance de la radio à l'époque. Hein, c'était l'internet de l'époque. On va dire ça comme ça. Il y avait déjà un peu de cinéma puisqu'on envoie des films. Oui, mais à l'époque, c'est plus les cinémas muets. Les cinémas parlants vont arriver effectivement dans les années 30, mais il est déjà chancelier. D'ailleurs, c'est le cas du film Le Dictateur. C'est le premier film parlant de Charlie Chaplin, par exemple. C'est très, mais le reste, c'est des films, c'est des films muets. Moi, je trouve ça très très intéressant le parallèle, parce que je connaissais, j'ai couvert plusieurs procès de Michael Jackson lorsque j'étais correspondant aux États-Unis, et c'est je veux dire, mettre les deux en parallèle, c'est extrêmement intéressant. Et Hitler, Hitler, lui, était plutôt attaché, on va dire, comment dire, dans son entourage, à son architecte. Il était très appris de l'architecte Albert Speer, par exemple. Et il était très très copain, enfin copain non, mais il admirait un certain Ron. Ron, je sais pas si on dit comme ça, R-H-O-N. Ron. C'est le premier qui oui, c'était le chef de ces sections d'assaut. Hein, c'est lui qui a piloté ces sections, qui était un homosexuel notoire. Et d'ailleurs, pendant la nuit des longs couteaux, lorsque Hitler décida de le faire tuer, ses hommes de main l'ont trouvé au lit avec son amant, et Hitler lui a fait donner un pistolet pour qu'il se suicide, chose que Monsieur Röhm a refusé, et donc il a été abattu par les hommes d'Hitler. Et devant Hitler. Il devait être là. Il était pas loin, on va dire. Ouais, alors
Très bizarre, donc Ernst Röhm. Voilà. On parle de cryptochidie peut-être, absence de testicules. Il lui en aurait manqué une, mais ça, on n'en sait rien. Et je trouve, il y en a certains qui ont dit qu'il avait peut-être... non, mais vous savez, c'est très intéressant. Le fait que vous souligniez ça, c'est très intéressant. Les Anglais, si vous regardez bien, les Anglais, la presse anglaise du moins, elle a fait tout un bins sur le fait qu'on avait retrouvé le pénis de Napoléon. Ouais. Donc, et que le pénis de Napoléon faisait genre 3 cm. Donc, il faut absolument... Vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de manie... On trouve pas la tête de Louis XVI. Ouais, voilà. Cette espèce de manie de la presse qui consiste à abattre, à minimiser, à humilier, même post-mortem, Napoléon, et ils ont fait la même chose régulièrement dans la presse allemande et surtout la presse anglaise. Vous avez régulièrement la une, Hitler n'avait qu'une seule testicule, et patati patata. Bon, on s'en fout. À la rigueur, oui. Ça change rien. Je veux dire, mais clairement, c'était pas un consommateur de femmes, ça c'est sûr. En général, les dictateurs, en général, c'est une femme par jour, voire plusieurs par jour. Ouais, c'était pas son cas. Lui, il avait c'était une façade, les femmes. C'était une façade, exactement comme pour Michael Jackson. C'était une façade. Son mariage avec Priscilla Presley était une façade pure. Ses fiançailles avec la petite, je sais plus comment elle s'appelait, la petite actrice, était une façade pure. Elle-même, elle l'a reconnu. La seule chose osée qu'il ait jamais lui offert, c'était lui faire un petit bisou sur le coin des lèvres. Il supportait pas les femmes. Donc il y a aussi le suicide de l'anglaise Unity Walkiri Mitra, je pense son nom, je ne sais pas exactement. C'était une femme qu'il aimait. Les femmes qu'il a aimées, il y en a quand même qui se sont suicidées. Il y a sa nièce aussi. On se demande si c'est un suicide, la nièce d'Hitler, ou si c'est un... On va dire que toutes les femmes qui ont approché Hitler ont... Pas toutes, non, c'est pas vrai. Mais disons que vraiment celles qui... se sont souvent suicidés, mais à l'époque, n'oubliez pas, l'époque n'est pas la même. À l'époque, quand si on couchait avec une femme, ça y est, on devait l'épouser. Sinon, le beau-père va vous chercher avec son fusil, quoi, pour réparer l'honneur de sa fille. C'est une époque différente, et donc très souvent, les femmes, si on les abandonnait, ce comité de suicide faisait passer au suicide. Hein. C'était assez fréquent, on va dire, de l'époque. Il y avait un côté très romantique. N'oubliez pas, c'est Werther, hein, vous êtes en Allemagne, là, hein. Werther, hein, par amour, je me suicide, puisque je suis rejeté, je me suicide. Je vais mourir, hein, il y a un film d'Audiard, d'ailleurs, qui reprend ça très bien. Je crois que c'est Les Barbouzes, avec Lino Ventura et Francis Blanche. Hein, vous avez tous les espions russes, etc. Et il y a l'espion allemand qui fait sa grande déclaration à Mireille d'Arc en disant je suis comme Werther, je vais mourir. Hein, ben là vous êtes en Allemagne. Hein, donc c'est l'époque. Alors Pierre Jovanovic, on apprend plein de choses dans ce livre. Par exemple, on apprend, bon, plus ou moins on le savait, qu'Hitler était végétarien, qu'il fumait pas, qu'il ne fumait pas, qu'il ne buvait pas d'alcool. Mais à la page 23, dans une annotation, il y a une femme qui raconte qu'Hitler détestait les fumeurs et qu'il a voulu imposer, écoutez-moi bien, auditeurs, auditrices, il a voulu imposer sur les paquets de cigarettes des photos horribles, oui, afin de décourager les gens de fumer et surtout interdire de fumer dans toute l'Allemagne. C'est pour ça, Pierre, je vous demandais qui c'est qui avait gagné la guerre. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais vous savez, ils sont là. Hein, je veux dire, les idées d'Hitler sont là. Sur les OGM, sur les paquets de cigarettes, c'est une volonté d'Hitler de l'époque. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas parce que ça serait vraiment politiquement incorrect de dire que cette idée de mettre des photos absolument horribles sur les paquets de cigarettes venait d'Adolf Hitler lui-même. Ça le fait pas. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien, il y a quand même, il y a ce que j'appelle, je suis pas le seul à l'avoir fait. Hein, les Grecs, la presse grecque l'avait fait aussi, la presse italienne aussi. Ils ont surnommé la dictature de l'Union européenne, de Bruxelles, ils appellent ça le 4e Reich. Ne l'oubliez pas. Et c'est vrai, moi, en tant que journaliste économique, hein, et je le vois de ma revue de presse que je fais depuis 10 ans, nous sommes dans une dictature européenne. C'est tout simplement. Le 4e Reich est là. Il a pris une autre forme. D'ailleurs, tant et si bien, si vous voulez, que la Banque Centrale Européenne a confié la construction de son siège social à Francfort à Albert Speer, fils
de l'architecte Albert Speer, ils portent le même nom, dont était amoureux Adolf Hitler. C'est intéressant, non? Alors, dans National Geographic, il y a eu 42 façons d'assassiner Hitler plutôt que 42 sauvetages d'Hitler par sa bonne étoile. Et il est... Oui, non, mais je souligne à quel point ces gens sont hypocrites. Parce que oser faire un DVD en disant 42 au lieu de dire 42 sauvetages, c'est quand même énorme, quoi. C'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Ça vous montre à quel point les vainqueurs réécrivent l'histoire. Parce que qu'on échappe à 1, 2, 3, ok, mais quand vous échappez à 42, là c'est plus, là il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose. D'ailleurs, je raconte l'histoire une anecdote des services secrets français. À l'époque, ça s'appelait SDEC, service de documentation extérieure, où ils voulaient tuer, je sais plus quel trafiquant d'armes algérien. Et chaque fois qu'ils avaient mis en place une opération, elle foirait. Ça a foiré 4 fois ou 5 fois, je sais plus. Et le directeur général de la SDEC de l'époque avait dit bon, on arrête tout, c'est pas son heure. C'est très intéressant qu'un haut fonctionnaire français de l'espionnage français, donc quand même un numéro 4 du gouvernement, dise on arrête les frais, c'est pas son heure. Alors vous imaginez 42 fois selon National Geographic, moi j'en suis à 5. Moi j'ai établi qu'il y a eu 50, il a échappé à 50. Si on met tout ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale pour Hitler. Alors c'est écrit. Il avait un destin à accomplir. C'est ça le truc. Oui, mais justement, et aussi horrible que ça puisse paraître, c'est très important de comprendre ça. Alors, dans cette page 35, à la fin, il est écrit il est curieux de constater au passage que les 3 peuples qui se considéraient comme des supérieurs aux autres, des élus de Dieu comme les Japonais, les Juifs et les Allemands ont été les principales victimes de cette Seconde Guerre mondiale, paradoxalement victimes de leur propre sentiment de supériorité. Absolument. Et c'est National Geographic qui écrit ça. Non, c'est moi. C'est vous. Non, c'est moi. Bien sûr. Bah, évidemment, regardez qui sont les plus grandes victimes de la Deuxième Guerre mondiale, tous ceux qui l'ont initié, les Allemands, les Japonais. Les Japonais, n'oubliez pas, ils avaient le Hirohito, si mes souvenirs sont bons, le nom de leur empereur, qui était le dieu vivant. La première chose que les Américains ont faite après la défaite du Japon, c'était d'amener l'empereur devant un micro et de dire qu'il n'était pas un dieu vivant. C'est très important de savoir ça. Les Juifs, effectivement, de leur côté, sont également les victimes de leur supériorité puisqu'ils se présentent comme les élus de Dieu. Et les Allemands, qui eux se prétendaient être les super humains, etc., ont été écrasés par les Untermenschen, les Russes, les Slaves. Ils les ont explosés à Stalingrad et ensuite. Donc vous voyez que se prétendre être un élu de Dieu ou être supérieur aux autres, ça finit toujours par vous retomber sur la figure, pardon. Alors les super banquiers, c'est quand même les banquiers suisses, pourris jusqu'à la gencive, c'est le chapitre 9. On apprend des drôles de choses. Non, mais je veux pas en parler de ça. On n'en parle pas. Non. Il faut que les gens le lisent. Voilà, non, je pense que dans le genre horreur, on est bon là. On est très très bon. Alors de quoi on va parler pour terminer l'émission ? Bah c'est vous qui animez l'émission. Oui, c'est très bien, Pierre Jovanovic. Alors, je vais terminer en lisant le début du chapitre 10. On l'a vu, si la guerre de 14-18 a pu être une telle boucherie des deux côtés, c'est évidemment grâce à l'usage intense de la planche à billets. Environ 3 millions de soldats, officiers et sous-officiers français et allemands sont donc morts gratuitement, puisqu'ils ont été payés avec du vent, avec l'air frais provenant des aérations de la Banque de France et de la Reichsbank. Leur sacrifice n'a même pas été récompensé par des soldes en pièces d'or, mais juste en monnaie de singe. Ce fut l'insulte venant récompenser l'affront. Ajouter les blessés, paralysés, handicapés, invalides et défigurés à vie, soit 8 millions 4 d'anciens combattants qui ont laissé qui un bras, qui une jambe, une main, parfois les deux, pour des billets Monopoly. Le gouvernement français a même trouvé le moyen de monétiser ces blessures avec les billets de loterie des gueules cassées, vendus après 1918 partout en France, en partie en leur faveur et payés par les citoyens qui se disaient qu'ils avaient une chance de gagner le gros lot grâce aux gueules cassées. C'est incroyable. Voilà, c'est quand même intéressant de Vous savez, moi, quand je passe
Vous savez que je parcours toute la France parce que j'ai des dédicaces un peu partout. Je vois, vous savez, les monuments aux morts et j'ai vraiment un pincement au cœur en pensant à tous ces braves gens qui sont morts payés avec du vent. C'est pour moi, c'est le plus grand crime, il est là. Et il ne faut pas s'étonner. Après que d'autres catastrophes maintenant nous arrivent, parce que, et je le dis à nouveau à vos auditeurs, la Banque Centrale Européenne est en train de faire exactement. Quand je dis Banque Centrale Européenne, il n'y a pas qu'elle. La Bank of Japan et surtout la Fed américaine fabrique de la fausse monnaie par centaines de milliards, et c'est pour essayer de sauver un système qui est déjà mort. La dernière crise, c'était 2008. On est en 2018. Mais on est toujours dans cette crise-là. Non, mais on est toujours, mais bon, pour l'instant, on a quand même sauvé 10 ans. Je sais pas. Oui, ils ont gagné 10 ans. C'est reculé pour mieux sauter. Le meilleur exemple, je le donne dans la revue de presse, Harley Davidson. Vous voyez les motos. En 2008, Harley Davidson, touché par la crise, est allé voir la Fed américaine en disant vite, plus personne n'achète nos motos, sinon on va mourir, prêtez-nous de l'argent. La Fed américaine leur a prêté, écoutez bien, pas 20 millions, ni 200 millions, 2 milliards. 2 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez. 2 milliards de dollars pour une PME finalement, qui a une usine de fabrication de motos. Mais General Motors aussi, ils les ont renfloués. Ils ont également renfloué General Motors, mais Harley Davidson, c'est autre chose. C'est beaucoup plus petit. C'est ça que je veux dire, comparez pas est-ce que c'est comme si vous compariez une PME à Renault, quoi. C'est très, mais 2 milliards à une PME, c'est ça que je veux vous montrer. Et aujourd'hui, ils ont toujours pas réussi à vendre autant de motos, mais ils doivent rembourser les 2 milliards. Avec intérêt. Bien sûr. Ou très peu importe, c'est de la monnaie de singe, donc ils s'en foutent de savoir s'ils ont des intérêts ou pas. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que entre 2008 et 2010, c'est reculé pour mieux sauter, pour mieux exploser derrière. C'est ça que je veux vous dire. Alors, est-ce que nous serons sauvés par la main de Dieu, nous, auditeurs, auditrices, Pierre Jovanovic et moi-même? Écoutez, chacun a son destin, comme on dit. Je pense que c'est très important de discuter avec votre ange gardien. C'est lui qui a la main sur votre destin. Ça, c'est une certitude. Mais on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi il a été mis au pouvoir. Est-ce que ça nous fait réfléchir si c'est pour... Non, mais attendez, la réponse est dans mon livre. C'est Adolf Hitler est l'outil de Dieu avec lequel il s'est servi pour remettre les pendules à l'heure. À partir du moment où vous trichez, où vous imprimez de la fausse monnaie, et bien de l'autre côté, on rééquilibre. Et il ne supporte. Vous savez, même la mythologie grecque, pour la création de l'homme, dit que la déesse Athéna et tous les dieux sont réunis. Ils ont quand même pris eux aussi de la terre. Ils ont pris de la terre entre leurs mains pour fabriquer l'humain. Et ensuite, une fois qu'ils avaient la forme humaine, ils ont pris une qualité de chacun des dieux qu'ils ont mis dans son personnage. Ça vous donne Pandora, entre autres. Voilà. Mais dans Pandora, il y a de l'or. Merci Pierre. Merci Pierre Jovanovic. Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, on est obligé de rendre l'antenne au Jardin des Livres. Une citation pour terminer? Pas de citation, mais je donne plutôt rendez-vous à vos auditeurs sur la revue de presse, parce que là, ils vont pouvoir suivre l'explosion à cause de la fausse monnaie qu'ils sont en train de fabriquer aujourd'hui. Toutes les boutiques que vous voyez vides, c'est dû à ça. Quotidien.com. Voilà, wquotidien.com. Et sinon, IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Sur les 98 MHz de la Bande FM, chargez-vous en ondes positives.